Hello there. Hey, bonjour à tous, c'est Mers qui est avec vous pour ce cours de sécurité informatique de la 6e semaine. Encore une fois à la distance, probablement à distance pour le reste de la session. Donc, cette semaine, on va poursuivre dans la même veine que la semaine passée. Puis les informations du cours de cette semaine vont sûrement vous aider, ceux qui n'ont pas terminé le TP numéro 2. Donc, ça a un lien avec le TP numéro 2. Pour ce qui est du TP2, ceux qui ne l'ont pas encore fait corriger ou ceux qui ne l'ont pas encore terminé, vous avez jusqu'à la semaine prochaine, c'est-à-dire au prochain cours, lundi, pour remettre et faire corriger le TP2. Donc, je vous en reparle à la fin de ce petit vidéo. Donc, on commence aujourd'hui. Je vous rappelle que la théorie, la matière, le PowerPoint est disponible sur Léa. Donc, vous pouvez aller chercher la petite présentation que je vais vous faire aujourd'hui. Donc, c'est disponible sur Léa. Donc, on commence avec le cours. Cette semaine, nous allons parler de la cryptographie, la suite du cours de la semaine précédente avant la semaine de lecture. Donc, pour ce qui est de la cryptographie, on va parler de chiffrement symétrique. Ensuite de ça, on va parler de chiffrement asymétrique. Et on va terminer avec la signature et les certificats. Donc, on y va, on se lance. Chiffrement symétrique, première section. Le chiffrement symétrique, tout simplement, c'est un modèle qui utilise la même clé pour chiffrer et déchiffrer un message. Donc, si vous regardez le petit symbole qu'on a ici, on a, par exemple, un texte qui est très lisible, que tout le monde peut voir. On va utiliser une clé pour encrypter le message. Ensuite de ça, ça va donner un message qui est encrypté. Donc, même s'il est intercepté, même si on l'envoie dans une connexion qui est non sécurisée, le message ne sera pas lisible. Par contre, la personne qui va recevoir le message ou le fichier ou le texte va devoir utiliser la même clé d'encryption qui a été utilisée pour l'encrypter, pour le décrypter. Donc, à l'inverse, pour retrouver le texte en clair. Donc, le fichier ou le document en clair pour être capable de l'utiliser. Donc, d'un côté, texte clair, on utilise une clé pour encrypter le message. On l'envoie à son destinataire. Le destinataire utilise exactement la même clé, pour ça qu'on appelle ça du chiffrement symétrique, pour décrypter le message et le recevoir et pouvoir l'utiliser en clair. Donc, si on poursuit, on a une petite histoire pour nous aider à comprendre un petit peu comment ça fonctionne. C'est la fameuse histoire de Bob et Alice. Alice souhaite envoyer un message à Bob, envoyer quelque chose en tout cas. Alice et Bob ont déjà déterminé une clé secrète lors d'une récente discussion. Donc, avant même l'envoi du message, il a déjà été prédéterminé qu'il y a une clé secrète qui va permettre d'encrypter le message. All right, all right, all right. Alice chiffre la donnée avec la clé secrète déjà connue de Bob. Donc, on parle de pre-share key, donc une clé qui a déjà été partagée entre les deux, et envoie la donnée chiffrée à Bob. Bob reçoit l'envoi et déchiffre le contenu avec la même clé secrète. Très important, je le répète pour la deuxième ou troisième fois, c'est exactement la même clé secrète qui a déjà été partagée entre les deux. Puis au moment de l'envoi du document qui a été chiffré, Bob reçoit l'envoi et déchiffre le contenu avec exactement la même clé secrète. La confidentialité est conservée si la clé n'est pas connue de personne. Donc, si Bob ou Alice n'a pas dit la clé, n'a pas envoyé la clé à personne d'autre, donc la confidentialité, normalement, est conservée. Perfect. L'intégrité du message ne peut pas être prouvée. Tu ne peux pas prouver que c'est Bob, que Bob a reçu ce message de Alice, puis Alice ne peut pas prouver non plus que c'est elle qui l'a envoyé à Bob. Mais on fait confiance, on a la clé, on déchiffre, puis on voit le message. Donc, ça, c'est la première façon de sympathiquement identifier comment fonctionne un chiffrement symétrique. Les avantages d'un chiffrement symétrique, le chiffrement et le déchiffrement sont relativement simples. Une seule clé qui est utilisée, donc c'est pour ça que ça rend le chiffrement et le déchiffrement assez simple. Processus réversible, une fois que ça a été chiffré, si on a la clé, on peut renverser le chiffrement, donc on peut retrouver le document original. Très sécure si la clé est inconnue. Donc, si personne d'autre connaît la clé que Bob et Alice, donc c'est sûr qu'on ne peut pas le déchiffrer. Très sécure si la clé fait 250 bits ou plus.
Donc, il faut vraiment que la clé soit quand même un peu plus complexe. Donc, une plus grosse clé va rendre le chiffrement plus sécure. Les inconvénients, ben, l'échange de la clé, c'est problématique. Comment fait Alice pour envoyer sa clé à Bob et vice-versa sans que ça soit capté par quelqu'un? Donc, comment ça se fait? Donc, ça, c'est un petit problème qu'il y a. Une seule clé utilisée, donc c'est ça le problème. Perte de sécurité complète si la clé est connue. Si jamais quelqu'un connaît la clé ou la clé est connue, donc la sécurité est compromise. Pas nécessairement détectable si un pirate connaît la clé. Donc, on ne sait pas si un pirate connaît la clé, on ne peut pas le savoir. Permet uniquement la confidentialité entre ces deux intervenants-là. Donc, les plus populaires chiffrements symétriques sur le marché, il y en a plusieurs là-dedans là, qui sont déjà moins sécurisés parce qu'ils ont été déjà connus. Donc, les protocoles les plus populaires, c'est le AES, qu'on va voir un peu plus précisément tout à l'heure. Dans certaines conditions, on réussit à le casser, là, mais c'est encore très utilisé. Il y a le Blowfish, qui n'est pas du tout sécure maintenant, qui est trop connu. Twofish, qui est gratuit, aussi qui est quand même cassé dans certaines situations. Il y a le DES, cassé au début des années 2000, donc qui n'est plus vraiment sécure. On a poursuivi avec le 3DES, qui est encore considéré sécure dans certaines circonstances. Les moins connus sur le marché, il y a ARIA, CAS 128, IDEA, RC2, RC5, RC6, et plein d'autres qui sont connus seulement par leurs créateurs, parce que si vous-même, vous créez un modèle de chiffrement symétrique, mais vous n'en parlez pas à personne, donc ça peut être quand même sécure parce que ça va être difficile à décrypter, parce que les gens ne connaissent pas votre méthode pour le chiffrement symétrique. Donc, on va parler du AES, fonctionnement du AES. Bon, l'algorithme partage la donnée en blocs de 128 bits. Là, je vous dis les grandes lignes, puis après ça, on va regarder un petit peu, là, si vous voulez en savoir plus, point de vue mathématique, comment ça fonctionne, le chiffrement avec AES. Donc, l'algorithme partage la donnée en blocs de 128 bits. Donc, elle fait vraiment un bloc de 128 bits, de 16 octets. OK? Par contre, la clé, elle, peut être de 128 bits, 192 ou 256 bits. Donc, il faut vraiment différencier les blocs de données. Mettons que vous avez un document qui fait une certaine quantité d'espace. On va séparer ce document-là en blocs de 16 octets, de 128 bits, qui vont être envoyés, chiffrés de façon symétrique avec AES. OK? Par contre, la clé qui est utilisée pour faire le chiffrement, elle peut être différente. Elle peut être de 128, 192 ou 256. Il faut vraiment différencier le bloc de données qui est envoyé avec la clé qui est utilisée pour faire le chiffrement. Nom de Zeus! Les blocs initiaux sont permutés selon une table prédéfinie. Donc, il y a déjà un algorithme qui existe qui va, selon une table prédéfinie, faire une permutation des données qui sont envoyées. Les blocs permutés sont alors placés dans une matrice de 4 par 4. Ceux qui sont visuels, là, inquiétez-vous pas, on va vous faire une démonstration tout à l'heure. Vient ensuite une rotation vers la droite des lignes de la matrice, une transformation linéaire, et finalement un X ou un OR est exclusif, est appliqué. Donc, on va voir ceux qui sont visuels, on va voir comment ça se passe un petit peu dans une vidéo. Chaque opération est répétée plusieurs fois. Donc, il y a souvent une dizaine de tours qui sont faits pour une clé de 128 bits. Donc, l'opération qu'on vient de voir là, c'est effectué. Ensuite de ça, on refait l'opération, donc ça chamboule encore tout le bloc. On le refait encore une fois. On va le faire jusqu'à 10 fois pour une clé de 128 bits. 12 tours pour une clé de 192 bits et 14 tours pour une clé de 256 bits. Donc, c'est vraiment là, on va vraiment beaucoup manipuler le bloc de données de départ pour arriver à un document qui est chiffré. Ensuite de ça, il est envoyé à destination. Puis on utilise la méthode inverse pour déchiffrer exactement ce bloc de données-là pour retrouver la donnée initiale. Donc, ça ressemble à quoi, en définitif? AES, le fonctionnement d'AES. Vous avez tout simplement ici un petit graphique qu'on retrouve souvent sur Internet, qui est en anglais, mais qui nous permet de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. On a le texte en plein qui est ici. Donc, on a une première ronde qui va effectuer chacun des éléments qu'on a vus dans la page précédente. Donc, on va substituer les données selon une certaine matrice. Ensuite de ça, on va déplacer les données dans la matrice.
Ensuite de ça, on va échanger les colonnes, puis on va additionner avec la clé. Perfect. Donc, à ce moment-là, ça va faire une permutation, ça va faire un changement. Donc, la donnée initiale ne sera plus du tout la même. Ensuite, après avoir fait ça, on va passer à une deuxième ronde qui va faire à peu près la même chose, exactement la même chose, je devrais dire, qui va faire une deuxième ronde qui va encore manipuler le bloc de données. Ensuite de ça, une troisième ronde et on va jusqu'à une 10e ronde, comme je vous expliquais, pour la première méthode de chiffrement. Donc, avec la clé qu'on a utilisée pour faire le chiffrement, on va pouvoir faire l'inverse pour retourner au texte initial ou au document initial en partant par la 10e ronde, 9e, 8e, aller jusqu'à la première ronde pour retrouver le texte initial. Sur YouTube, je vous ai mis un lien dans le petit PowerPoint. Il y a une vidéo vraiment là, qui explique très bien pour ceux qui sont visuels, qui ont de la difficulté là, à lire le texte et à comprendre ce qui se passe un petit peu. Vous avez une vidéo qui explique très bien comment ça fonctionne. Et je vous ai mis dans les notes de cours aussi un document qui permet de comprendre vraiment là, de façon mathématique comment fonctionne chacun des niveaux, chacune des rounds en anglais, chacun des niveaux, comment c'est fait. Donc, si je vous montre le document en question. A few moments later. OK, j'ai retrouvé mon document. Donc, si vous regardez dans les notes de cours, on vous a inséré un document qui est un PDF qui explique vraiment là, comment fonctionne le chiffrement symétrique AES à 128 bits. Donc, vous avez le petit tableau qui est là, qu'on retrouve dans les notes de cours. Puis ensuite de ça, vous avez vraiment mathématiquement comment fonctionne chacune des étapes pour la substitution avec la matrice, avec le tableau qu'on utilise vraiment là, pour faire la rotation, avec chacune des niveaux, chacune des rondes qui est expliquée ici. Puis là, après ça, on y va avec la matrice qui est ici. Exemple, on va trouver, par exemple, le premier octet qui est là. On va aller faire le tableau qui est là pour trouver le résultat. Puis ensuite de ça, on va substituer l'élément original par le résultat selon le tableau. Donc, ça, c'est la première ronde. Pas la première ronde, mais le premier élément d'un premier niveau, d'une première ronde. Ensuite de ça, on va faire le déplacement des octets de gauche vers la droite, comme ça, comme c'est expliqué. Je passe rapidement là-dessus, parce que je ne vous demanderai pas de reproduire à l'examen exactement chacun de ces niveaux-là. Ensuite de ça, on va faire un mix des colonnes. On va additionner à une matrice, puis ça va donner un nouveau résultat. Donc, on va transférer, si on additionne la première colonne avec l'élément de la matrice qui est là, puis on les additionne ensemble, ça va donner un nouveau résultat qu'on va envoyer dans la matrice résultante. Donc, c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Puis après ça, on va répéter ce schéma-là à plusieurs reprises. Donc, tous les niveaux qu'on a fait, on va le répéter jusqu'à 10 fois pour une clé de 128 bits. Donc, ça ressemble un petit peu à ça. Ce que je voulais faire avec vous aussi, c'est vous présenter un petit vidéo. Pour ceux qui sont visuels comme moi, bien, ça va vraiment vous aider. Je vous ai mis le lien dans le PowerPoint. Je vous en présente un extrait. Je ne le présenterai pas au complet. Il dure 4 minutes 25, mais je vous encourage fortement à aller voir ce petit vidéo-là. Pour les gens qui sont visuels, ça va vraiment vous aider à comprendre comment fonctionne le petit vidéo. OK, de retour à nos notes de cours.
J'espère que vous avez été voir le petit vidéo. Donc, ça va vous aider à comprendre un petit peu comment fonctionne le chiffrement symétrique de AES. Dans la section 2, on va changer de sujet. Donc, la compétition du chiffrement symétrique, évidemment, c'est le chiffrement asymétrique. Comment fonctionne le chiffrement asymétrique? Bien, le chiffrement asymétrique utilise une paire de clés. Au lieu d'avoir une seule clé unique qui fait le chiffrement et le déchiffrement, bien, on va avoir 2 paires de clés. Donc, il va y avoir une clé privée, premièrement pour vous, uniquement. Donc, vous allez générer une clé privée qui va vous définir qui vous êtes, vous. Puis, il va y avoir une clé publique qui va être distribuée à ceux et celles qui souhaitent communiquer avec vous. Donc, clé privée pour vous, clé publique pour ceux qui veulent communiquer avec vous. Donc, les 2 fonctions, ça permet de sécuriser l'envoi d'une donnée confidentielle. En plus, ça permet de confirmer l'authenticité de l'expéditeur. Dans la partie symétrique qu'on a vue tout à l'heure, on a vu qu'entre Bob puis Cynthia, non, c'était pas Cynthia, Bob et Alice, on a vu que si tu recevais un message, tu le décryptais, tu ne pouvais pas confirmer que ça venait vraiment d'Alice. Donc, avec une paire de clés comme ça, on va pouvoir vérifier si l'envoi vient de la clé publique de la personne à laquelle on s'entend à avoir une communication. Puis ensuite de ça, avec votre clé privée, vous allez pouvoir déchiffrer le document ou le message. Donc, on retourne avec l'histoire de Bob et Alice. Donc, Bob souhaite envoyer quelque chose à Alice. Bon, à ce moment-là, il va utiliser une clé publique, la clé publique de Alice, pour chiffrer la donnée. Donc, il faut vraiment que Bob ait les 2 clés. Bob utilisera aussi sa clé privée pour chiffrer tout le contenu de l'envoi. Donc, il va utiliser les 2 clés. Alice va recevoir le contenu, puis elle va pouvoir confirmer avec la clé publique de Bob si c'est bien Bob qui a envoyé la donnée, toute l'intégrité. Donc, c'est ça l'intégrité, c'est de savoir si c'est vraiment la bonne personne qui t'a envoyé une donnée. Alice pourra ensuite ouvrir la donnée avec sa propre clé privée, qui est la seule clé pouvant ouvrir les données chiffrées avec sa clé publique. Donc, on voit la confidentialité. Donc, en plus de chiffrer les données, une des 2 clés va permettre d'identifier avec certitude que ça vient vraiment de la bonne personne. Donc, Alice va pouvoir savoir exactement que c'est Bob qui a envoyé ces données-là, puis elle va pouvoir en plus les déchiffrer à l'aide des 2 clés. Donc, c'est le principe même du chiffrement asymétrique. Donc, pour créer une paire de clés, souvent, on va utiliser, depuis quelques années, c'est le client SSH qui est nécessaire. On a besoin d'un client SSH pour créer une paire de clés. Donc, ceux qui ont fait le TP2, vous avez vu qu'en installant le client SSH sur votre ordinateur, si le client SSH est fonctionnel, vous avez redémarré votre ordinateur, vous allez pouvoir générer une clé privée et une clé publique dans des fichiers différents. OpenSSH est l'outil le plus populaire présentement. Donc, depuis plusieurs années, SSH est considéré quelque chose comme très sécuritaire pour communiquer, pour s'envoyer des documents. Donc, exemple, pour communiquer avec un serveur, comme on vous demande de faire dans le TP2, bien, c'est la méthode qu'on utilise. La première méthode, on fait tout simplement se connecter au serveur de façon non sécurisée. Ensuite de ça, après avoir généré une clé privée et une clé publique, on peut aller écrire dans le document du serveur. Puis ensuite de ça, on peut se connecter en SSH de façon sécurisée. On dit par défaut, avec OpenSSH, les clés privées et les clés publiques seront créées dans le dossier .ssh. Donc, quand vous allez créer avec SSH une clé privée et une clé publique, il va aller enregistrer 2 fichiers qui vont contenir clé publique et clé privée. Petit détail, vous pouvez aussi, si vous êtes sous Windows, vous créer un dossier SSH sans mettre le point. Si vous êtes sur Linux, on va vous suggérer fortement de mettre un .ssh, de créer un dossier .ssh. Sinon, vous pouvez vous créer sous Windows un dossier tout simplement SSH. Puis ensuite de ça, quand vous allez écrire la ligne qui permet de créer la clé, les 2 clés, je devrais dire, excusez, j'ai fait l'erreur moi-même, donc de créer les 2 clés, bien, ça va aller l'enregistrer dans ce dossier-là. On peut aussi ajouter un mot, une phrase, un mot de passe, une passe-phrase qui peut être ajouté à la fin pour renforcer la clé privée. Vous avez le choix, quand vous allez rentrer la commande, on va vous demander d'entrer une passe-phrase, mais vous pouvez ne pas en mettre non plus. Donc, c'est à votre choix si vous voulez renforcer ou ne pas renforcer avec une phrase, avec un mot de passe. Perfect. L'opération vers le client distant, vers un serveur distant. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour se connecter au serveur à distance?
Donc, dans un terminal, on vous demande tout simplement d'utiliser la ligne de commande SSH avec le nom d'usager. Dans le TP, si vous avez décrypté le message, vous devriez avoir le nom d'usager. Donc, c'est un des mots. Le nom d'usager, vous allez l'avoir trouvé dans votre trace que vous allez avoir fait avec Wireshark. A commercial avec le nom du serveur. Dans le cas du TP numéro 2, bien, l'adresse IP du serveur, vous allez l'avoir trouvé aussi dans la trace de Wireshark. Donc, petit à côté avec le TP numéro 2. Permet de se connecter au serveur. Donc, c'est vraiment la ligne qui est là, user, A commercial, avec l'adresse IP ou le DNS du serveur qui vous permet de vous connecter. Le SCP permet de copier un fichier sur le serveur distant. Donc, si vous avez les accès permises, donc vous allez pouvoir copier un fichier, par exemple, sur le serveur à distance. Le SFTP, ben, c'est le protocole qui permet de faire du FTP, mais de façon sécurisée. Donc, c'est comme faire du FTP pour transférer des fichiers d'un ordinateur à un autre, mais de façon sécurisée, c'est-à-dire avec SSH. La gestion des clés est faite avec SSH Keygen, qui permet de générer une paire de clés. Donc, ça, c'est la commande que vous allez utiliser dans le TP numéro 2. SSH Add permet d'ajouter une clé publique à un serveur. Donc, avec cette commande-là, vous allez pouvoir ajouter au serveur une clé publique. SSH Keysign permet d'utiliser une signature numérique pour confirmer la clé. Un peu dans la même veine, SSH Keyscan permet de récupérer une clé disponible sur un des serveurs. Pour ce qui est du côté serveur, ça c'était du côté du client, SSH. Du côté serveur, vous avez SSHD pour lancer le serveur SSH. Donc, si vous gérez le serveur, dans le cas du TP2, ce n'était pas vous qui aviez à gérer le serveur, c'était le prof qui avait à gérer le serveur. Vous avez SFTP Server qui permet de lancer le serveur FTP sécurisé. Puis vous avez SSH Agent qui permet de conserver une clé privée et accessible par des variables d'environnement. Donc, ça, c'est les principales commandes qu'on peut utiliser en SSH. Donc, vous avez un exemple ici du chiffrement asymétrique. Donc, on a mis un espèce d'exemple de ce que vous devriez retrouver en ligne de commande quand vous allez créer, par exemple, votre clé. Donc, vous avez SSH Keygen. Ici, par exemple, avec un nom ici qu'on va insérer. Puis ça va nous générer une clé SSH. Quand vous avez ce petit dessin-là qui apparaît vers la fin, ça veut dire que ça a fonctionné. Vous pouvez ensuite de ça aller dans les bons dossiers. Ici, on a dans le carré gris. On voit tout simplement là, qu'il y a 2 fichiers qui ont été créés dans le point SSH. Donc, ici, vous avez ID RSA. Puis vous avez ID RSA pub. Donc, vous avez ces 2 fichiers-là qui vont contenir votre clé publique et votre clé privée. Donc, vous allez en avoir besoin pour la suite du TP2. Je vous rappelle que dans mon cas, moi, je l'ai fait avec un dossier SSH tout simplement sans le point. Ça a fonctionné aussi. Pour établir une communication SSH côté client, donc, on doit utiliser le fichier nohost pour le créer ou bien le modifier. Dans le cas du TP, nous autres, le fichier nohost était déjà installé sur le serveur, donc on n'avait pas besoin de le créer. Très important, il y a des gens qui ont fait des gaffes, qui ont scrappé un petit peu le fichier nohost. À ce moment-là, le fichier, ça se peut que temporairement, si quelqu'un a brisé le fichier nohost, à ce moment-là, ben, votre communication ne fonctionnera pas. Il faudrait vous réessayer plus tard. On a une copie de sécurité qu'on met à jour de temps en temps parce qu'il y a des étudiants, soit par inadvertance ou soit qui se sont trompés tout simplement, qui ont été scrappés le fichier nohost. Il contient les adresses IP et les noms des autres des serveurs, du serveur et sa clé publique. Donc, vous avez par exemple ici, le fichier se trouve par défaut dans le dossier SSH. Donc, vous pouvez aller sur le serveur, dans le dossier SSH, vous allez voir ce dossier-là. Si l'adresse IP ou le nom de l'autre change, il faut supprimer les lignes correspondantes. Donc, la façon de se connecter, bien, vous l'avez ici. Vous mettez tout simplement SSH avec le nom d'usager, puis ensuite de ça, l'adresse IP ou le DNS du serveur. À ce moment-là, vous allez pouvoir vous connecter, puis vous allez voir si vous arrivez à la fin avec cette ligne-là, c'est-à-dire votre connexion a fonctionné avec votre clé privée et votre clé publique. Donc, vous avez la connexion. Quand vous allez vous faire corriger, ben, je vais faire un petit test pour voir si vous êtes capable de voir ce qu'il y a sur le serveur.
Ensuite de ça, ben, vous avez un exemple ici, comment faire pour aller voir sa clé publique puis sa clé privée. Donc, vous avez un exemple ici en mode terminal pour faire afficher sa clé publique ou sa clé privée, ou tout simplement d'éditer le fichier, le no host, qui est sur le serveur à ce moment-là. Fait que vous avez l'exemple du terminal qui est ici. Pour établir une communication entre SSH avec sa clé publique côté serveur, ben, le fichier authorized key doit être modifié. Donc, il doit contenir toutes les clés publiques des utilisateurs en lien SSH. Donc, admettons qu'on ait 60 étudiants se connecter au serveur, il doit contenir les clés publiques des 60 étudiants qui se connectent au serveur. Le fichier se trouve par défaut dans le dossier .ssh de l'utilisateur. Donc, il faut préalablement qu'un seul administrateur s'occupe d'inscrire les clés manuellement. Normalement, c'est l'administrateur du serveur qui doit le faire. Dans le cadre du TP, ben, on vous demande de le faire. Je ne sais pas si on a pris la bonne décision, mais on vous a demandé de le faire, aller mettre votre clé vous-même. Mais il est arrivé, comme j'ai dit tout à l'heure, des petites gaffes que les gens ont écrites dans le fichier. Puis, ils ont fait une erreur. À ce moment-là, la communication ne pouvait plus se faire entre les étudiants et le serveur. C'est pour ça que maintenant, on a un backup là, de ces clés-là. Sinon, l'outil WinSCP permet de copier et d'éditer des fichiers localement ou à distance. Donc, à la fin du TP numéro 2, on vous incite à insérer, à utiliser un outil comme WinSCP avec une belle petite fenêtre. Vous allez pouvoir vous connecter au serveur puis éditer les fichiers. Ceux qui sont habitués au cégep, souvent sur les ordinateurs du cégep, on a un outil semblable qui est FileZilla, qui permet de faire la même chose, de se connecter en FTP ou de se connecter en FTPS, qui permet d'aller voir les fichiers qu'il y a sur le serveur et même de les éditer en local pour les enregistrer par la suite sur le serveur. Donc, vous avez un exemple ici sur un serveur. Il peut y avoir aussi le fichier no-host. Donc, si des communications peuvent être établies à partir de ce serveur-là. Donc, vous avez un exemple ici là, d'un imprimé écran avec le fichier no-host. Pour ce qui est du chiffrement asymétrique, ben, il y a d'autres outils. Un outil qui est IKE, Internet Key Exchange, fonction de négociation et d'échange de clés. On dit basé sur Diffie-Hellman, méthode publiée en 1976, que vous voyez que ce n'est pas d'aujourd'hui. S'utilise principalement pour les tunnels IP-SEC, documenté dans plusieurs RFC différents, donc vous avez tous les numéros qui sont là. Fonctionne avec une clé partagée et une clé publique ou un certificat d'authenticité. Donc, vous pouvez utiliser cette méthode-là aussi. Donc, vous avez un exemple ici avec IKE, Internet Key Exchange, comment ça fonctionne. Vous avez la première phase. Vous avez encore Alice et Bob. Vous avez, par exemple, une peinture qui est en commune. Puis ensuite de ça, chacun a sa peinture propre, donc sa peinture secrète. Donc, ça serait sa clé secrète à lui, sa clé privée. Donc, c'est une couleur. On fait l'exemple de la peinture. Donc, chacun a sa clé secrète. Puis ensuite de ça, quand tu ajoutes la peinture en commune avec la peinture secrète, mais ça donne une nouvelle couleur. Après ça, c'est transporté. Chacun qui reçoit ces données, ben à ce moment-là, va rajouter une autre peinture secrète pour trouver le secret partagé ici qui donne la même couleur. Donc, si je regarde ce qui est à gauche, la phase 1, génération d'une clé et échange de la clé. Ajout de la clé privée et création d'une clé du tunnel. On parle de main mode, protéger la clé partagée. On parle aussi de aggressive mode, ne protège pas la clé partagée. La clé du tunnel est ensuite utilisée pour négocier et montrer le tunnel de communication. Donc, ça permet de faire des échanges asymétriques aussi. On va passer à la section 3. OK, dans la section 3, on va vous parler des signatures et des certificats. Quelque chose qui est très présent en informatique de nos jours. Souvent, vous allez aller sur un site web, vous allez voir un site web sécurisé HTTPS. À ce moment-là, ce site web-là a eu besoin d'un certificat d'authentification pour être capable de vous envoyer des données de façon sécurisée. Donc, très important, sans même le savoir, vous allez sur votre site bancaire, sur un site de votre caisse populaire ou quelque chose comme ça. La plupart des sites aujourd'hui qui peuvent permettre de faire du commerce électronique, de faire des échanges, de passer des achats ou d'envoyer des données de façon sécurisée, vont utiliser des certificats d'authentification. Puis même les gens aujourd'hui, depuis le début de la pandémie, c'est sûr qu'on échange des documents, puis souvent on a besoin d'une signature. Donc une signature à distance va nous permettre d'avoir un certificat d'authentification qui va nous permettre de prouver
que c'est nous qui avons envoyé le document. Donc, si on regarde la première diapositive, on va vous parler, on a un beau petit diagramme ici qui nous explique un petit peu comment ça fonctionne. Chiffrement symétrique se nomme aussi PKI. OK? Donc, c'est une infrastructure à clé publique. Donc, il y a 3 éléments ici qui sont importants qui permettent de créer cette infrastructure-là, qui va nous permettre de faire confiance à la certification. Donc, on dit qu'il s'agit de plusieurs éléments jumelés qui permettent une meilleure gestion des clés publiques. Premier élément, donc, c'est le CA, qui est l'autorité de certification. Donc, l'autorité de certification va nous permettre de faire confiance pour gérer les clés, pour faire en sorte qu'on arrive à un endroit puis on fait un échange, soit sur un site bancaire ou, par exemple, une caisse populaire ou quelque chose comme ça. On arrive sur ce site-là. Si une certification qui a été autorisée, donc ça nous permet de faire confiance un petit peu à ça, mais ce n'est pas la seule instance. On a le VA, qui est l'autorité de validation, Validation Authority, qui nous permet de valider si les clés ont été bien utilisées. Donc, valider si les clés sont correctes. Puis l'autorité d'enregistrement, qui nous permet aussi d'enregistrer ces certifications-là. Donc, ces 3 instances-là, ensemble, si on voit dans le petit graphique qui est ici, nous permettent d'avoir l'organisation nécessaire pour gérer la certification. L'utilisation d'une autorité de certification permet, entre autres, de gérer et de valider des clés publiques, de faire en sorte qu'on peut leur faire confiance. Une CA, Certificate Authority, est un système de confiance qui authentifie une ressource. Donc, ça nous permet de faire confiance à cette ressource-là, puis de pouvoir échanger des données de façon sécurisée. Donc, exemple, souvent, là, les gens qui vont construire un site web vont, par exemple, payer un petit montant pour avoir un certificat d'autorisation qui permette de faire confiance à ce site web-là. Si jamais un certificat est déchu, est terminé, ben à ce moment-là, souvent, vous allez avoir votre site web, pas votre site web, mais je veux dire votre navigateur web qui va faire apparaître un message en rouge pour vous indiquer que, oups, ce certificat-là n'est plus valide. Vous ne devriez peut-être pas faire confiance à cet élément-là. Donc, elle émet aussi également des certificats qui décrivent les identités des ressources. Donc, une ressource, ça peut être une personne, ça peut être un ordinateur, ça peut être un serveur au complet, ça peut être une application, ça peut être aussi encore une machine spécifique. Donc, on pourrait, par exemple, donner un certificat à une adresse IP. Donc, tout ce qui vient de cette adresse IP-là, par exemple, pourrait être certifié. Donc, ça peut être plusieurs éléments. Le format de certificat le plus utilisé, c'est le X509. Il y en existe d'autres, mais présentement, le plus utilisé, c'est celui-là. Donc, entre autres, un certificat X509 contient un certain nombre d'éléments. Il peut en contenir plus. Mais les éléments les plus importants pour un certificat, c'est la version. Premièrement, pour savoir si c'est une version qui est récente, si c'est quelque chose qui est encore valide aujourd'hui. Un numéro de série qui est homologué par les unités de certification. Un algorithme de chiffrement pour pouvoir chiffrer, déchiffrer. Un DN, Distinguished Name, donné par le CA, un nom distinct, donné vraiment par le CA. Date de validité, pas avant une date et pas après une date. Souvent, notre navigateur web va nous dire « Ah, ce certificat-là n'est plus valide. Vous ne devriez peut-être pas faire confiance. » Info sur la clé publique, évidemment. La signature du CA, pour savoir si c'est un CA qui est validé et puis qu'on peut lui faire confiance. D'autres quelques informations optionnelles qu'il peut avoir aussi dans le certificat. Perfect. Vous avez un exemple ici pour vous montrer que sur votre ordinateur, des fois, même sans le savoir, exemple sous Windows, ici, vous allez enregistrer un paquet de certificats. Donc, c'est possible d'aller voir les certificats qui sont enregistrés sur votre machine. Vous avez juste à ouvrir en ligne de commande, puis entrer tout simplement SERTMGR pour Certificate Manager. Donc, je vais faire une petite démo juste pour vous montrer. Si vous voulez le faire sur votre ordinateur, vous pouvez le faire. Tout simplement, aller en mode de commande, puis tout simplement entrer CERTMGR. Ça va vous ouvrir une belle petite fenêtre comme ça. Vous allez pouvoir fouiller pour aller voir les certificats qui sont disponibles sur votre machine. Donc, si je vais dans Autorité de certification, qui est ici, racine de tierce partie, qui viennent, par exemple, souvent de sites web que vous allez avoir fréquentés.
Donc, vous en avez quelques-uns ici. Regardez, j'attire votre attention ici sur par exemple, ici, la date d'expiration. Regardez, moi, j'en ai qui expirent en 2038. Par contre, j'en ai d'autres qui expirent en 2020. Donc, la date d'expiration peut varier. Puis, vous avez le nom, vous avez le rôle prévu, etc. Donc, vous avez différents éléments ici qui peuvent vous intéresser. Run. Vous avez tout ce qu'il faut ici pour essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce que vous avez sur votre ordinateur. Donc, je n'insiste pas plus qu'il faut là-dessus. Je reviens à mon PowerPoint. C'était la dernière diapositive. Donc, vous avez à la fin ici toutes les références qu'on a utilisées. Ben, entre autres, il y a plusieurs éléments qui sont disponibles sur Internet qui vont aller plus en profondeur peut-être sur les différents éléments qu'on a vus dans le cours d'aujourd'hui. J'attire votre attention. Je change de diapositive. Je vais... Ici, tout simplement, pour vous montrer que vous avez le TP2. Avec ce qu'on a vu aujourd'hui, ceux qui avaient de la difficulté dans le TP2, bien, vous devriez être capable peut-être de plus vous avancer dans le TP2. Donc, dans le TP2, je vous rappelle qu'il faut suivre vraiment chacun des éléments qui est là. Si vous avez certains problèmes, vous ne savez pas quel logiciel utiliser, comment télécharger, etc., je vous rappelle que j'ai mis une vidéo en ligne qui vous explique un peu plus précisément comment faire le TP2. Donc, ceux qui ont des problèmes avec le TP2, je vous invite fortement à aller voir la vidéo que j'ai mis en ligne qui va vraiment vous aider à faire le TP2. Le TP2, je n'avais pas donné de date de remise. C'est un TP que j'avais oublié de vous dire qui était sur 2 semaines. Donc, la date de remise maximum, ça serait le 26 octobre. Donc, je répète, le 26 octobre, vous avez jusqu'au 26 octobre, je devrais dire, pour faire corriger votre TP2 parce que votre TP2, vous devez venir me rencontrer sur Teams puis me faire la démonstration que vous avez réussi votre TP2 en partageant votre écran. Donc, soit sur les heures de laboratoire, venez me rencontrer sur Teams pour vous faire corriger. Ou sinon, si c'est en dehors des heures de laboratoire, vous avez juste à m'écrire un message pour essayer de prendre rendez-vous. Je vais essayer de... Ça prend à peu près 5 minutes. Vous me faites la petite démonstration que vous avez été dans Wireshark, vous avez trouvé les différents éléments qu'on vous demandait. Ensuite, vous êtes capable de vous connecter, vous avez créé votre fichier. Ensuite de ça, vous avez créé vos clés privées, clés publiques. Vous avez été l'inscrire sur le serveur, puis après ça, vous êtes capable de vous connecter en SSH. Donc, c'est ce que vous avez à me démontrer. Ça ne prend pas plus que 5 minutes. Vous me partagez votre écran, vous me le démontrez. Bang, je vous mets vos points. Puis à ce moment-là, vous allez avoir vos points pour le TP2. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire des messages ou venir me rencontrer tout simplement sur Teams. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Bonne fin de journée à tous. In case I don't see ya. Good afternoon, good evening, and good night.